Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons débuter l'analyse technologique. En fait, l'analyse technologique va nous permettre de compléter la toute dernière partie de l'univers technologique pour l'année. Nous allons regrouper là-dedans un peu du chapitre 9 ainsi que le début du chapitre 10 où ce qu'on va traiter des matériaux. Fait que les devoirs qui vont être à faire vont être strictement en lien avec le chapitre 10 parce qu'on a terminé avec le chapitre 9. Évidemment, si vous n'avez pas complété les devoirs du chapitre 9, c'est sûr que c'est à faire avant tout. Et ensuite, attardez-vous aux pages 299 à 306 pour les deux présentations qui vont suivre. Fait que donc, là-dessus, on va débuter. Donc, dans un premier temps, on va vous rappeler les définitions qu'on a retrouvées dans le chapitre 9, au chapitre 9, alentour des pages 277-278. On va parler de schéma. Et schéma, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation simplifiée d'un objet, d'une partie d'un objet ou d'un système. Ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que quand on fait un schéma, on n'a pas besoin d'avoir les lignes de contour. Tu sais, exemple, si je dessine une paire de ciseaux, une paire de ciseaux, j'ai pas besoin d'aller faire les lignes, m'assurer que ça soit tout beau, là, avec les pinces, que les courbes soient parfaites, etc. C'est pas ça que je cherche. Ça, c'est pas un schéma. Le schéma d'une paire de ciseaux, c'est aussi simple que de dire, regarde, c'est une pince comme ça, et ça vient de finir. Fait que donc, deux lignes, et ça suffit pour faire la représentation. Fait que donc, quand on dit représentation simplifiée, là, on veut l'avoir simplifiée au maximum pour qu'on puisse s'attarder uniquement aux détails importants. Les détails importants sont lesquels? En fait, ça dépend des deux prochains éléments. Fait que si on regarde le schéma de principe, lui, qu'est-ce que ça se trouve à être le schéma de principe? C'est la représentation d'un ou plusieurs principes de fonctionnement d'un objet ou d'un système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regrouper là-dedans, on va regrouper uniquement la partie des mouvements et les forces. Fait que donc, juste les mouvements et les forces. C'est ça qu'on veut avoir dans un schéma de principe. Quand on regarde le schéma de principe, on veut savoir que le ciseau va avoir une tendance à tourner comme ça. OK, on veut voir ça. Puis on veut voir que la force va être appliquée sur les poignées. Fait que donc, ça, c'est l'information que j'ai besoin. Puis évidemment, ça sous-entend qu'il va y avoir un mouvement de rotation dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, dépendamment comment la force va être appliquée. Fait que donc, quand on retire sur les poignées. Fait que donc, schéma de principe, minimalement, toujours, juste les lignes de base, et ensuite, on ajoute les forces et les mouvements. Quand on a compris ce premier principe-là, là, après ça, on s'en va vers le schéma de construction. Parce que pour réussir à fabriquer cette paire de ciseaux-là, je vais avoir besoin d'autres informations. Ça veut dire comment ça va être relié ensemble. Ça veut dire que, supposons que je reprends mon schéma de base de ma paire de ciseaux, et que maintenant, fait que ça ici, on a notre principe. Maintenant, si je regarde au niveau de la construction, là, pardon. Fait que donc, si je prends une paire de ciseaux, là, je la prends dans mes mains pour être bien sûr que je la représente adéquatement, mais prenez une paire de ciseaux et regardez. Qu'est-ce que ça va être important de mentionner? Ça va être important de mentionner que les ciseaux en tant que tels vont être faits en métal. Fait que donc, on pourrait dire, dans ce cas-ci, ça devrait être un petit alliage doux ou... Bref, je vais juste marquer métal pour identifier. OK? Fait que métal, ce côté-là. Les poignées, généralement, sont faites de plastique. OK, fait que donc, si je regarde ça, schéma de construction, maintenant, qu'est-ce que j'ai de besoin? C'est un dessin simplifié, toujours, sur lequel va figurer les renseignements concernant des solutions de construction retenues en vue de fabriquer un objet ou un système. Fait que ça, là, si ça vous en dit pas assez, là, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai besoin des matériaux. Quand je sais quels matériaux qui vont être présents, je vais savoir comment faire pour fabriquer ça. Maintenant, l'autre élément qui me manque, ça va être les liaisons. J'ai besoin de savoir, là, comment ça se fait que ici,
il y a un pivot. Fait que donc, ici, si j'ai un mouvement de pivot, en passant, ça, j'aurais pu le marquer, hein, que j'avais un pivot glissière ici, puis un pivot glissière qui se trouve être en fait un OK. Fait que donc, si je m'en retourne, excusez-moi, je m'en retourne maintenant toujours à mon schéma de construction. Je regarde le schéma de construction, la liaison est assurée par un rivet. Fait que donc, ici, là, j'aurais pu dessiner une vis, si ça avait été le cas. Dans ce cas-ci, la liaison est assurée par un rivet. OK? Fait que donc, très important de le mentionner. Fait que donc, si je regarde ça, le résumé des schémas, schéma représentation simplifiée, ensuite, schéma de principe, j'ai besoin des mouvements et des forces, toujours dans un dessin simplifié, et le schéma de construction, encore un dessin simplifié, mais qui représente les matériaux et les liaisons uniquement. Maintenant, où suis-je allé chercher cette information-là qui me donnait les différents symboles? Ben ici, on va retrouver, comme je vous disais, certaines forces et certaines contraintes. Quand on parle de forces et contraintes, en fait, on regroupe tout le temps ça dans... on va retrouver ça justement dans notre schéma de principe parce que les forces sont appliquées quand on représente... le symbole d'une force, là, c'est tout simplement cette flèche-là. Maintenant, cette force-là peut être appliquée de différentes façons. Donc, vous allez retrouver cette flèche-là sous forme de contrainte quand que vous allez le retrouver dans votre schéma de principe. Ça veut dire que s'il y a un mouvement de cisaillement, ben, on aurait pu le représenter là, dans notre code de notre ciseau pour bien identifier que la partie des deux ciseaux, hein, parce que c'est chaque ciseau qui se trouve à effectuer le cisaillement, et à ce moment-là, de démontrer qu'il y a une compression au niveau des forces et une tension quand je me trouve à retracter les ciseaux, les remettre dans la position originale. Fait que donc, ça là, déjà, force, on va retrouver ça tout simplement dans notre schéma de principe. Maintenant, au niveau des mouvements, ben, c'est le même principe encore une fois. Ça veut dire que les mouvements, on va les retrouver dans le schéma de principe. Fait que le mouvement, tantôt, on démontrait qu'il y avait un mouvement de rotation. Et ici, on remarque un mouvement de rotation unidirectionnel. Si c'était bidirectionnel, ben là, à ce moment-là, on aurait une flèche des deux côtés. OK? Fait que donc, ici, c'est absent là, dans la série de mouvements. Mais donc, qu'est-ce que vous allez avoir comme mouvement? Vous allez avoir les translations unidirectionnelles et bidirectionnelles. Après ça, les mouvements de rotation unidirectionnels et bidirectionnels. Puis finalement, un mouvement hélicoïdal. Hélicoïdal, là, c'est le même principe qu'une vis. Hein? Quand je me trouve à tourner une vis, qu'est-ce qui se passe? Le mouvement est non seulement en cercle, mais en déplacement. Ça veut dire qu'il avance continuellement. Fait que si vous prenez n'importe quel point de votre vis et que vous la suivez, vous allez vous rendre compte qu'il se trouve à avoir évidemment un mouvement circulaire, mais aussi un mouvement de translation parce que le point, graduellement, le point se déplace le long de l'axe. Bon, finalement, quand on regarde la prochaine partie, les pièces et les guidages, ça, c'est les parties qui m'intéressent pour le schéma de construction. Parce que j'ai besoin de comprendre comment les guidages sont effectués, puis comment, tantôt je vous montrais là, le guidage en rotation qu'on avait au niveau du ciseau, et si j'avais eu, plutôt que d'avoir un rivet, j'aurais eu une vis et un écrou, ben j'aurais utilisé ces symboles-là dans mon schéma de construction. Fait que donc, si j'essaie de trouver ça rapidement, je vais juste voir si on a une annexe là-dessus. On n'a probablement pas dans votre cahier, mais on en a un par contre dans le manuel. On a une annexe qui nous montre les différents symboles et probablement aussi dans votre boîte à outils. Mais bref, évidemment, vous avez la présentation d'aujourd'hui qui va vous aider à faire ce repérage-là. Donc, pour aller chercher une représentation la plus complète des symboles qui sont utilisés en secondaire 3, et vous allez retrouver aussi les symboles de secondaire 4, mais ça va être dans votre boîte à outils, comme je vous mentionnais, page 75 à 77. Vous avez tous les symboles pour les symboles de mouvement, de contrainte, de liaison, en optique, en mécanique, en transmission de mouvement, en transformation de mouvement et les composantes d'un circuit électrique. Fait que donc, vraiment, on a tout ce qu'on a de besoin là, pour notre deuxième cycle là, du secondaire.
Bon, maintenant, il y a quelques règles à respecter quand on fait de la schématisation. Hein. La première chose, on a vu dans le premier chapitre, le langage des lignes, quand on s'est servi des projections orthogonales à vue multiple et les autres types de projections. Fait que donc, ce qui est important dans ce cas-ci, c'est que les traits doivent être propres et clairs. Idéalement, là, quand vous faites un dessin, là, utilisez donc un crayon à mine, puis un crayon à mine 2H ou 3H, 4H, bref, un crayon où ce que la mine va être moins grasse, ou ce que quand vous allez passer avec votre main, ça beurrera pas là, sur tout l'ensemble de la feuille. Ça va rester propre. Fait que donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous utilisez un logiciel de dessin, c'est encore mieux, parce qu'évidemment, vous allez avoir des lignes très propres, très claires, ça va être plus facile pour le concepteur de suivre. Mais je vous rappelle que dans un schéma dans un schéma quelconque, on n'a pas besoin d'avoir des lignes parfaitement droites, etc. Ce qu'on veut, c'est une représentation plus sous forme d'un croquis qu'un dessin. Parce que ce qu'on veut, c'est la clarté de l'information. Hein? C'est un peu comme si je vous disais, là, moi, je dois être capable, en français, de comprendre les mots et les phrases que vous m'écrivez. Maintenant, si votre caractère n'est pas parfaitement droit, mais que je comprends que c'est un A qui a été écrit, ben je vais comprendre. Fait que donc, c'est un peu le principe ici, là. J'ai besoin d'avoir des lignes le plus claires possible pour que la personne qui va lire mon dessin va être en mesure de le comprendre. Ensuite, deuxième chose, on parle de la couleur. La couleur, en fait, c'est que plus qu'on va utiliser des couleurs, ben je vous dis pas plus on va en utiliser, là, c'est pas l'idée d'en mettre le plus possible, mais c'est en principe d'être capable de faire la distinction entre deux pièces. Des fois, là, on va mettre deux lignes ensemble, puis ces deux lignes-là vont faire partie de la même pièce. Mais par contre, dans un autre cas, ça se peut que ces deux lignes-là, ça soit des pièces distinctes. Fait que donc, à ce moment-là, pourquoi ne pas utiliser un système de couleurs qui me permettrait d'identifier que c'est pas la même chose? Fait que donc, on n'a pas de règles précises au niveau des couleurs qu'on doit mettre dans un schéma, mais par contre, on doit s'assurer, encore une fois, de la clarté du dessin. Fait que si vous en mettez trop, encore une fois, ce sera pas utile. Mais puis ça risque même de porter à confusion en pensant que peut-être que c'est des pièces de matériaux différents, etc. Mais souvent, ça peut être utile de dire, ben les pièces qui vont être en plastique, je vais mettre d'une couleur, les pièces qui vont être en métal, une autre couleur. Fait que ça peut être un objet intéressant. Ou encore deux pièces qui se croisent, des choses du genre, pour s'assurer qu'on comprenne bien que c'est pas la même pièce. Hein. Je reprends ça encore une fois. Si j'ai deux pièces dans ce style-là et que j'essaie de le représenter, ça peut me faire penser que c'est tout pogné ensemble, cette histoire-là. Là. Mais si je fais ça, ben ça se peut que je comprenne. Oups, pardon. Ça se peut que je comprenne. Ben, pas vraiment, là. Tiens, on va le faire comme ça. OK. Fait que si je fais ça comme ça, on comprend bien que c'est deux pièces distinctes à ce moment-là. Ensuite, on vous dit que la représentation va être faite généralement en 2D. Fait que pas besoin d'utiliser une vue 3D. Les dessins de détail vont nous permettre de faire ça, là. Mais les proportions. Tu sais, quand on regarde encore la paire de ciseaux, là, j'ai pas pris une règle pour pour identifier la dimension des objets. Je suis allé au pif. Mais au pif, quand je dis au pif, c'est que j'y vais en respectant les proportions. Je comprends très bien que les ciseaux sont plus longs que le manche. Fait que donc, hein, ça, je le représente d'une façon proportionnelle. À toutes les fois, c'est ça que je vais faire comme proportion. Je sais bien que le rivet dans le centre, là, il n'aurait pas pu être aussi gros que la paire de ciseaux. Fait que donc, j'y vais proportionnellement. Une petite représentation très fine pour montrer que c'est tout petit. Et ensuite, ben, la cotation, quand on parle de cotation, on se rappelle hein, que ce sont les mesures prises en millimètres. Ben, je vous répète que si on y va sous forme de proportion, on n'a pas besoin de mettre des cotations. Mais dans certains cas, ça peut s'avérer utile. Fait que donc, encore une fois, là, je vous dis que dans le dessin, c'est toujours pour s'assurer que ça soit clair. Fait que si vous pensez que les cotations pour vous sont importantes dans ce dessin-là, certains endroits précis auraient besoin de précision, ben à ce moment-là, utilisez les cotations. Mais autrement, vraiment pas nécessaire. Fait qu'ici, voici un exemple de schéma de principe. Fait que si vous regardez, qu'est-ce qu'on va retrouver? Première des choses, évidemment, la représentation simplifiée se retrouve là. Hein? Simplifiée, on regarde la balance. Là, j'ai pas des belles lignes qui représentent tout ça. J'ai pas les couleurs qui vont représenter le blanc, etc. Mais ce que j'ai, c'est tout simplement des lignes droites pour bien m'informer que ça ici, c'est un plateau. Puis ça se trouve être la partie de la balance. Maintenant,
La partie de la balance est ici, hein, avec la ligne. Vous voyez, il a utilisé plusieurs couleurs dans ce dessin-là. Et ensuite, ce qui est important de saisir, c'est qu'on a représenté la force et on a représenté les différents mouvements de la balance. Fait que ça a été important dans ce cas-là. Et vu que c'était pas trop clair, là, qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là, on a marqué qu'il y avait une translation rectiligne, curviligne qui se trouvait à s'effectuer. Vous voyez, ces pièces-là vont se déplacer, là, un petit peu comme ça, là, hein? C'est ça qu'on essaie de représenter. Puis ça, ben, on l'a représenté ici, là. Mais, vu que c'était pas clair, on a dit, hey, pourquoi qu'on rajouterait pas un peu de détails? OK? Fait que donc, l'information nécessaire se retrouve. Le nom des pièces, de certaines pièces, vont être écrites dans certains cas, pardon, le symbole des mouvements, puis d'autres informations qui peuvent être pertinentes. Là. Exemple, évidemment, là, c'est sûr, identification du nom, ça peut être pertinent. Fait que si on compare ça maintenant à un schéma de construction, fait que donc je fais ça et on passe au suivant. Fait que, schéma de construction, vous voyez maintenant qu'est-ce qu'on a? Ben, on a maintenant toujours un titre, hein, qui va nous donner l'information importante. Puis là, on commence à nous donner, c'est quoi? Regardez bien. Vous voyez, on voit des vis, puis on voit des écrous. Fait que donc, on voit les différentes pièces qui vont servir à l'assemblage, aux liaisons, là. Et ensuite, on retrouve aussi les articulations. Fait que comment ça se passe, cette histoire-là? Fait qu'encore une fois, des pièces qui vont se retrouver en bas. Et ici, ce qui me manque là, hein, ce qui me manque dans mon schéma de construction, ce serait le type de matériau qui n'a pas été identifié. Fait que donc ici, hein, évidemment, c'est un ressort, puis j'aurais pu mettre les noms là à ce moment-là. Hein. Ici, on peut marquer comme quoi c'est un ressort, comme quoi que c'est un ressort métallique, parce qu'évidemment, il peut y en avoir de différents types. Le plateau de plastique, là, je vais retrouver les noms et le matériau. Exemple, plateau en plastique. Et je continuerai comme ça à l'intérieur de mon dessin de construction. Fait que donc, vous vous rappelez, là, on va faire le parallèle entre les deux dessins. Schéma de principe, on retrouve uniquement les forces et les mouvements. Schéma de construction, les matériaux, les organes de liaison, et certains noms qui vont être associés à ça. Maintenant, pour votre premier travail d'analyse technologique, on va essayer de voir comment un épandeur à abrasif fonctionne. On reconnaît ici un épandeur à abrasif, là. Ça, c'est le style de camion on va remplir de sel. Il va y avoir du sel qui rentre là-dedans. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va tout simplement garrocher le sel partout sur la route pour s'assurer qu'on ne dérape pas en voiture. Fait que donc, l'épandeur à abrasif est fait. Donc, il se trouve à avoir un grand récipient ici pour accueillir le sel, l'abrasif, et ça va descendre à l'intérieur d'un mécanisme pour finir dans quelque chose qui va expulser le sel à l'extérieur de l'épandeur abrasif. Fait que donc, votre travail, vous allez recevoir un petit document. Ce petit document-là, vous allez avoir à apporter une analyse technologique à cet épandeur-là. Fait que si on regarde ça un petit peu plus en détail pour vous donner plus de précision avant de commencer à faire votre travail, on va aller voir ça tout de suite. Fait que je fais clearing, page suivante maintenant. Hein, d'habitude, ça devrait fonctionner de même. Bon, et voilà. Fait que donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Hein? Cerner le problème. À quoi ça sert un épandeur abrasif? Ben là, évidemment, à quel besoin l'épandeur va servir. Fait que donc, c'est important de le noter. Puis, la fonction de l'objet technologique. Fait que donc, rappelez que le besoin et la fonction, c'est pas la même chose. Hein? Le besoin, c'est qu'on n'a pas le goût de déraper, mais la fonction, c'est justement de mettre du sel, dépendre du sel. Fait que, vous voyez, il y a des nuances à faire. Là. Le besoin, c'est que c'est dangereux de circuler sur des routes qui sont glacées, puis on ne veut pas avoir d'accident. Fait que le besoin, c'est de s'assurer d'une bonne adhérence de la chaussée, alors que la fonction de l'objet, ça va être de dépendre du sel. Fait que donc, vous voyez, nuance à faire entre le besoin puis la fonction. Maintenant, votre plan d'action, ça va être quoi? Ça va être d'identifier les différentes parties. Puis comment vous allez procéder pour faire ça? Ben, il va falloir identifier, dans un premier temps, on va le regarder en détail, mais ensuite, on va avoir
quelle est leur fonction précise des différentes parties. Puis après ça, on va aller aux fonctions précises de chacune des pièces. Fait que donc, on a aussi les types de mouvements des pièces, puis aussi les types de mouvements du sel. Fait que donc, faire la nuance entre le mouvement des pièces et le mouvement du sel, parce que ça, c'est pas la même chose. Puis aussi, l'autre chose qui est importante, est-ce qu'il se produit des changements de vitesse? C'est-à-dire que le sel, là, est-ce qu'il descend lentement, tout à coup il accélère, après ça, donc, c'est ce concept-là, on doit regrouper toute cette information-là. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les questions qu'on se doit se poser quand on va faire notre analyse technologique par étapes. Bon, fait que si on regarde les grandes lignes, maintenant, on voit notre camion. À l'intérieur du camion, on voit cette première partie qui se trouve être la benne. Hein? La benne, ben, on le voit, il est ici. On appelle ça une benne à fond. Comme ça, je l'appelle de même, en U. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la forme d'entonnoir fait en sorte que le sel va descendre pour s'en aller à un seul endroit. Et cet endroit-là, vous le voyez, est ici. Là. Ça, c'est la partie qui nous importe. Là. Bon. À partir du moment où ça va se ramasser là-dedans, ben, ça va s'en aller sur un convoyeur. Fait ici, on voit en dessous, là, cette partie-là, elle se trouve être la partie qui est ici. Donc, la benne se superpose au convoyeur. Le sel est au-dessus du convoyeur, okay, tout le long du convoyeur, et il descend sur un convoyeur qui se trouve à tourner pour apporter le sel à l'intérieur de ce second mécanisme-là. Ici, ce qu'on va retrouver, on va retrouver une vis sans fin. La vis sans fin nous permet d'amener, quand le sel tombe à l'intérieur de cette partie-là, bien, la vis sans fin, elle va emmener le sel dans un côté. En passant, quand je regarde le mécanisme en tant que tel, j'y trouve un problème. Okay? Ça veut dire qu'il y a un problème de conception au niveau de ce dessin-là, parce que c'est pas qu'est-ce qui se passe en réalité. Ils ont fait un dessin, ils ont fait une erreur au niveau du dessin. Si je me trouve à avoir une vis sans fin, comme ça, hein, on va faire le dessin ici. Si j'ai une vis sans fin qui est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que le sel va arriver, il va tomber là-dedans. Maintenant, selon le sens de rotation, supposons que ça tourne dans un sens comme ça, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le sel va se déplacer graduellement vers un seul épandeur. OK? Fait que donc, il n'y aura jamais rien qui va se produire à l'autre épandeur. Fait que ça, c'est une erreur de dessin ici, non pas une erreur de conception. Ce qu'on aurait dû voir pour représenter ça, c'est un dessin qui serait fait comme ça. Pour montrer que le sel arrive ici et qu'il peut prendre deux directions. Et que ici, on voit la vis sans fin qui s'en va comme ça, et que tout à coup, oups, tourne comme ça. OK? C'est ce qu'on cherche. Là. Donc, dans votre compréhension du dessin, imaginez que c'est comme ça pour bien comprendre que le sel va s'en aller aux deux endroits. Maintenant, dans cette partie, vous voyez bien ce que vous avez à faire. Vous avez le nom des pièces, les mouvements et les forces. Donc, ça veut dire que quel type de schéma se trouve à être là? C'est le schéma de principe. Fait qu'on vous demande de bien remplir cette section. Et ensuite, on poursuit, page suivante. Ah, et voilà. Fait que donc, ça va compléter, ça va compléter cette première analyse. Fait que le document est à remettre à la fin de la période. Je vous souhaite un bon exercice.